Qui d'Alain Juppé ou de François Fillon remportera les suffrages des électeurs de droite? Ils sont appelés à nouveau à se prononcer dimanche pour le second tour de la primaire de la droite et du centre. Alain Juppé, hier, nettement distancé, plus de 15 points derrière François Fillon, ne souhaite pas renoncer. Il l'a dit, il veut débattre projet contre projet, un débat qui sera d'ailleurs diffusé en direct ce jeudi. Allons voir justement dans ces programmes que nous disent les deux candidats. Explication en images. L'un représente une droite ultralibérale et conservatrice, l'autre est plus modéré. Si les deux anciens premiers ministres veulent augmenter le temps de travail, supprimer l'ISF et faire reculer l'âge de la retraite, ils n'entendent pas jouer sur les mêmes leviers. François Fillon veut supprimer au moins 500 000 postes de fonctionnaires, 200 000 pour Alain Juppé. Ce dernier est également favorable à un retour des 39 heures. Le grand vainqueur de ce premier tour, lui, fixe la seule limite à 48 heures, le maximum autorisé par le droit européen. Sur les dépenses publiques, les deux hommes sont favorables à des réductions. 100 milliards d'euros pour François Fillon. Le maire de Bordeaux se montre plus vague sur la question. Mais c'est peut-être en termes de politique étrangère que les deux candidats s'opposent le plus. Le député de Paris souhaite lever l'embargo imposé à Moscou depuis l'annexion de la Crimée, coopérer avec le Kremlin sur la question syrienne et s'allier avec Bachar el-Assad pour éradiquer l'organisation de l'État islamique. Alain Juppé est lui très critique vis-à-vis de la Russie. Il lui reproche ses bombardements sur Alep et son alliance avec le régime syrien. Pour lui, pas de retour à la paix en Syrie, avec Bachar el-Assad au pouvoir. Deux visions donc bien différentes. À la surprise générale, les électeurs ont tout de même donné une bonne avance à celui qui, selon certains, a le programme économique de Thatcher et la diplomatie de Poutine. Longtemps, la droite française a refusé de suivre le modèle libéral anglo-saxon, hormis peut-être une brève expérience de cohabitation entre 86 et 88. Anita Hausser, finalement, le peuple de droite est prêt aujourd'hui à faire sa révolution thatchérienne, 30 ans après les États-Unis et le Royaume-Uni? Disons que le peuple de droite est prêt à faire une révolution libérale. Alors, ça dépend de son ampleur. Je pense que François Fillon a un programme très radical et que s'il est élu au mois de mai, il tempérera un peu son programme, ne serait-ce que parce qu'il doit réunifier toute la famille de droite et que tout le monde ne partage pas ses options. Françoise Fresso, c'est vrai que c'est l'argument d'Alain Juppé de dire il ne pourra pas tout mettre en œuvre et donc il ne fera pas tout ce qu'il dit. Alors, moi, le paradoxe, je trouve, c'est que l'homme qui est devenu libéral, c'est un séguiniste. C'est-à-dire, il vient quand même d'une famille politique où on n'était pas du tout sur cette longueur d'onde. Et je pense que c'est son expérience à Matignon, où il a vu le blocage, d'abord l'état des comptes publics, parce que son premier cri des cœurs... On se souvient aussi de Philippe Séguin à la Cour des comptes, qui avait totalement viré sa cutille. Absolument, c'est l'État en faillite. Et je pense que ça a été pour les deux hommes, d'ailleurs, une même prise de conscience en disant, mais si on ne fait pas des choses radicales, enfin en France, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on va se traîner le boulet de la dette pour les enfants et tout. Alors, à partir de là, il y a quand même un problème de méthode. C'est-à-dire que François Fillon dit, moi, je suis un peu l'homme de 58 qui arrive et qui va faire mon projet en quelques mois parce que j'aurai tout préparé, que j'aurai pris des bienveillants, c'est-à-dire des hommes qui sont des ministres qui sont là pour faire les choses. J'aurai tout annoncé avant. Éventuellement, je fais du référendum. Est-ce que c'est encore la bonne méthode dans la France d'aujourd'hui? Alain Juppé, lui, je pense qu'il a réfléchi à ce qui lui est arrivé dans les grandes grèves de 94-95 et qu'il est sur une méthode peut-être un peu plus, d'abord un peu expliquer un peu plus et puis associer davantage les syndicats, ce qui est un vrai pari. Mais en tout cas, il y a pour les deux hommes quelque chose de fondamental, c'est de dire il faut absolument qu'on convainque nos électeurs qu'on peut faire les choses parce que dans le passé, on a tellement annoncé la rupture, elle ne s'est jamais produite. Donc là, on a deux méthodes, deux visions de la façon de mettre en œuvre la réforme. Je trouve que ça va être très intéressant pour le débat de mercredi ou de jeudi. Il y a deux méthodes de gouvernement puisque Alain Juppé veut gouverner par ordonnance et ce n'est pas le cas de François Fillon. Oui. Fabienne Keller, un débat aura lieu entre les deux candidats jeudi. Sur quoi va insister Alain Juppé? Sur l'ultralibéralisme de François Fillon, sur ses positions conservatrices en matière sociétale, familiale? Je pense qu'il y aura plusieurs sujets à aborder, mais sur le dernier thème, par exemple, la méthodologie pour mettre en œuvre, c'est un sujet sur lequel Alain Juppé a beaucoup travaillé. Les ordonnances, pour aller vite, pour qu'on ait très vite les effets. Son objectif, c'est le plein emploi
au terme du mandat, 5 ans après. Donc pour que ça fonctionne, il faut que la confiance se réinstalle très vite et pour ça que des mesures soient mises en œuvre. Donc il a dit en souriant aux parlementaires, pas de vacances l'été 2017. À la différence de François Fillon, il ne propose pas de référendum. La réduction du nombre de parlementaires, assouplir l'organisation territoriale en rendant possible des expérimentations, il le propose tout de suite par des leviers législatifs, de manière, et puis les ordonnances pour éviter le parcours législatif. Caroline Caillot et moi-même savons bien que ça met au moins 1 an, donc il y a de l'inertie, là où il faut de l'action et très vite des effets positifs pour redonner un espoir aux Français. C'est l'action aussi, par exemple, on parlait tout à l'heure du livre de François Fillon qui serait contre le totalitarisme islamique. Alain Juppé propose de l'action. Comment François Fillon va-t-il faire sans recruter des policiers supplémentaires, sans renforcer les services de renseignement, donc sans se donner les moyens d'apporter du sang neuf, des compétences, du dynamisme. Et c'est une organisation très, très humaine, hein, la grande administration régalienne française. Donc c'est là qu'on voit qu'Alain Juppé a un programme qui est très mûri, avec beaucoup d'allers-retours entre tout ce qui a pu être dit lors des rencontres sur les terrains, les mesures qu'il souhaite mettre en œuvre, hein, la décision, et puis l'action derrière. Et je dois dire que je pense qu'on sent le maire de Bordeaux. Hein. On sent un maire, quelqu'un qui a l'habitude de dérouler l'écoute, la décision et l'action. Caroline Caillot, à l'inverse, François Fillon lui met en avant la radicalité de certaines de ses propositions, la suppression de 5 à 600 000 postes de fonctionnaires comme condition de son efficacité. Il a dit lui-même ne pas vouloir affadir son programme. Absolument. Mais je crois que, ne peut pas laisser dire ici aujourd'hui que c'est un programme ultra-libéral. C'est vrai que la liberté est un des mots importants de son projet. Il part de la vérité qu'il dit aux Français et il veut rendre la liberté. Il veut supprimer des normes, supprimer... C'est infamant pour vous le qualificatif ultra-libéral ? C'est un peu une caricature, je trouve. Et puis, c'est vrai que tout le monde a dit c'est le nouveau Thatcher, mais après tout, elle a remis l'Angleterre. Il le revendique, oui. Mais elle a remis l'Angleterre sur des rails. C'est pas insultant, ça. Non, c'est pas insultant. Il serait prêt à soutenir 1 an de grève des mineurs, par exemple ? Écoutez, il a dit qu'il avait mis 2,5 millions de personnes dans la rue pour la réforme des retraites, qu'il a tenu et qu'il est allé au bout. En 95, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Mais la dernière grande réforme de la sécurité sociale. Je crois que sur le fond, il a sans doute des mesures plus radicales, mais il estime que sans ces mesures radicales, il n'obtiendra pas le plein emploi très vite. En 2 ans, il espère ramener la baisse des charges. Alain Juppé ne dit pas combien il va baisser les charges des entreprises. C'est totalement décrit dans son livre, pardon, mais 5 ans pour l'emploi, je ne peux pas laisser dire que ce n'est pas décrit. C'est non seulement décrit, mais évalué budgétairement. Écoute, moi, je n'ai pas lu le nombre de milliards qui étaient baissés sur les charges. Il y a des simulations budgétaires des 5 années. J'allais dire, il y a une politique très étatiste quand même chez Alain Juppé, à la différence de François Fillon. Ça n'est pas les mêmes projets. François Fillon, il veut réduire le déficit budgétaire au risque même de pénaliser la croissance et l'emploi à court terme. Non, ça je ne crois pas. Quelle est sa priorité ? Ça, je ne crois pas. Sa priorité, c'est l'emploi. Et ça, il l'a dit, l'emploi des jeunes, l'apprentissage qu'il veut développer. Mais il va loin dans la réduction des dépenses. Hein. En supprimant les... vous m'avez coupé la parole. En supprimant les emplois aidés pour favoriser l'apprentissage. Et je pense qu'en fait, ce qu'il veut, c'est essayer d'harmoniser le plus possible avec la fiscalité allemande, parce qu'eux réussissent. Pourquoi ne réussirions-nous pas ? Anita Hausser, quand on compare les programmes économiques des 2 candidats, on voit néanmoins... Je ne suis pas économiste. Non, mais on voit quand même des différences assez nettes aujourd'hui. Est-ce qu'il existe une majorité en fait, sociologique dans le pays ? Parce que là, on parlait de l'électorat de droite, mais encore faut-il arriver ensuite à faire passer ces mesures-là lors d'une élection, parce que ça surtout quand on ne souhaite pas faire de compromis, comme l'a dit encore une fois François Fillon. Ça dépendra ou dépendrait de l'ampleur de la victoire. Si la victoire est importante, si la majorité à l'Assemblée nationale est aussi importante, il peut y aller.
Moi, je pense que tout va se jouer au Keller. tout début. C'est-à-dire, soit ils arrivent, mais l'un et l'autre, d'ailleurs, à rétablir un climat de confiance. Oui, parce que c'est ambitieux des deux côtés. On met tout sur la table et en 3 mois, on y arrive. Soit, alors là, à mon avis, ça va être la catastrophe parce qu'il n'y aura pas la confiance, qu'il y aura des bouts de grève et des manifestations et tout ça. Donc, c'est vraiment un pari qui suppose que les projets soient très travaillés en amont. Donc, les 100 jours et la session extraordinaire. Il faut que ce soit un peu plus travaillé que ce que Laurent Fabius promettait pour François Hollande, ces fameux 100 premiers jours. Tout doit se jouer pendant l'été, sinon après, ça va être difficile. L'autre chose que je trouve intéressante chez François Fillon, c'est qu'il fait le pari de vraiment casser toute la mythologie de la réduction du temps de travail. Et il arrive à équilibrer les comptes, si je comprends bien, en réduisant le nombre de fonctionnaires et en les faisant travailler plus. Et donc, est-ce que vous arrivez à passer 37 à 39 heures dans la fonction publique? Est-ce que vous arrivez dans l'ensemble du pays à enlever les 35 heures pour faire en sorte que... Voilà, ça, c'est le vrai pari et ça ne peut marcher que s'il y a une négociation. En réalité... Payer combien d'ailleurs? D'abord, payer combien? Hein, oui, mais alors après, est-ce que les partenaires sociaux embrayent? Est-ce que le pays tout entier se dit que pour s'en sortir, effectivement, il faut travailler plus? Ça, c'est un vrai enjeu. À l'issue de ce quinquennat assez désastreux, je pense que les Français, comme l'a dit à un moment François Fillon, sont prêts à entendre la vérité. Je pense que le matraquage fiscal, le chômage, le manque d'avenir pour la jeunesse ont traumatisé les Français. Moi, je le sens comme ça et je pense qu'aujourd'hui, sans doute, il va y aller progressivement. Ça va pas être brutal entre juillet et août 2017 de régler tous ces problèmes. C'est étonnant parce qu'à chaque fois vous dites qu'il faut aller vite et puis finalement non, ça sera pas brutal. En fait, vous n'allez pas supprimer 500 000 fonctionnaires. Ne me laissez pas dire des choses pareilles. Non, n'imaginez pas le temps de travail, il faut que ça aille. Le temps de travail, il faut que ça soit fait au mois de juillet. Il y aura une dizaine de mesures qui sont de nature à faire une rupture. Mais souvenez-vous, vous dites ça n'a jamais été fait, mais ça n'était pas le programme de Nicolas Sarkozy en 2000. Non, mais ça, je ne peux pas laisser dire. En 2007, il n'a jamais dit. Ça faisait 8 ans, en 2007, qu'on luttait contre les 35 heures depuis la loi Aubry. On ne peut pas dire qu'en 2007, on ne considérait pas que les 35 heures étaient déjà un élément majeur d'inefficacité du marché du travail. Ça faisait déjà 8 ans que nos conditions de compétitivité vis-à-vis notamment de nos grands voisins se détérioraient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que François Fillon propose une forme de brutalité, quelque chose de très énergique, là où Alain Juppé propose de la détermination. C'est-à-dire quelque chose qui semble moins fort, mais qui en fait est plus construit. Et je peux témoigner combien Alain Juppé est allé à l'écoute des chefs d'entreprise, des personnels qui travaillent, pour comprendre quels sont les leviers. Et il a beaucoup travaillé avec eux avec l'idée suivante. Il ne s'agit pas seulement de baisser les charges. Et là-dessus, il y a une grande convergence des deux programmes. Baisser les charges, notamment sur les bas salaires, d'enlever toute une série, effectivement, de normes, de supprimer les seuils, par exemple, à 10 et 50 salariés. Oui. C'est d'ailleurs le Sénat qui l'avait proposé dans le débat sur la loi Macron. Bref, de donner de la liberté, mais aussi de convaincre les acteurs pour leur donner confiance, parce que ce n'est pas le président de la République tout seul qui va créer les emplois. C'est tous les acteurs économiques qui retrouvent la confiance, vont oser, vont être audacieux, vont développer leurs produits, leur marché et oser recruter. C'est l'enjeu de l'assouplissement du contrat du travail. Et c'est tout cet ensemble cohérent qui a de la puissance. La rupture, ça fait trop de fois qu'on l'annonce en français et qu'elle n'est pas mise en œuvre concrètement. C'est plus du marketing que de l'action politique réelle. Un mot de Françoise Fressoz. Oui, moi j'ai juste une interrogation sur le projet de François Fillon qui dit, moi je vais réduire le déficit et tout, sauf qu'il démarre son quinquennat en creusant un peu le déficit parce qu'il dit l'héritage est trop important. Or, il y a toute une négociation européenne. Le déficit est en 2017. Il y a toute une négociation européenne, c'est-à-dire un partenariat à créer avec les Allemands qui en ont ras-le-bol de nous voir à chaque quinquennat reporter. Donc comment vous gérez cette mais même Bruxelles est en train de revenir sur cette question. Alors, il faudra voir où on en sera à ce moment-là. Un mot peut-être très rapidement de réponse à Anita Auxerre et puis on passera quand même à un autre sujet. Je vous laisse répondre. Non, je crois que je ne peux pas laisser dire qu'il y a de la brutalité, qu'il y a, je dirais, des choses irréalisables. Si tu dis c'est brutal. Il le revendique. Non, il revendique de faire des mesures efficaces, rapidement, et qui ont été longuement mûries, elles aussi. Donc je peux pas, ça n'est pas sorti d'un chapeau. C'est
3-4 années travailler avec, j'allais dire, des acteurs économiques, aussi bien des médecins, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, PME, PMI. Et ce projet a été mûri avec les Français. Donc je comprends l'adhésion aujourd'hui. Sur un autre sujet, on l'évoquait tout à l'heure, la question qui a aussi été évoquée longuement dans les débats chez les Républicains, c'est la question de l'identité. Est-ce qu'on aura affaire à ce débat, donc jeudi, l'identité heureuse contre la méfiance envers l'islam? En tout cas, écoutez ce que disait François Fillon lors d'un débat, je crois que c'était le deuxième entre les candidats. La lutte aujourd'hui que nous devons conduire, ce n'est pas une lutte pour durcir les lois de la laïcité. Il n'y a pas de problème de laïcité avec les catholiques. Il n'y a pas de problème de laïcité avec les juifs, avec les protestants, avec les bouddhistes. Il y a un problème de laïcité lié à la montée de l'intégrisme au sein de la communauté musulmane. Maintenant, il faut le régler de la même manière, toutes circonstances égales par ailleurs, par un contrôle administratif extrêmement ferme de la religion musulmane, par l'interdiction non seulement des associations salafistes, mais aussi des frères musulmans, par l'interdiction des financements étrangers, et en demandant aux musulmans, en cherchant à convaincre les musulmans que c'est à eux de se révolter contre la montée de cet intégrisme. Caroline Cayeux, François Fillon dit qu'il n'y a pas un problème de laïcité en France, il y a un problème avec une religion en particulier, l'islam. Oui, mais avec une portion de musulmans radicaux à l'intérieur de cette religion. Moi, j'ai des associations dans ma ville, à Beauvais. Nous avons monté une association multiculturelle et multireligieuse avec les représentants de l'évêque, du pasteur, de l'imam, etc. Et il y a une convergence, un travail que nous faisons ensemble, à la fois dans la ville et à la fois dans les différentes manifestations. Donc, François Fillon pointe bien du doigt les dérives intégristes de groupuscules fanatiques islamistes. Et c'est pas... C'est la thématique de son livre. Et je crois que il a vraiment nommé les choses. Il a nommé les choses en expliquant ce qu'on vient d'entendre. Et je crois que ça a beaucoup percuté dans l'esprit des gens. Le totalitarisme islamique. Fabienne Keller, ce concept d'identité heureuse qu'on a beaucoup ressorti et qu'il a totalement assumé d'ailleurs tout au long de cette campagne, est-ce que ça a été bien compris, ça, des électeurs de la droite et du centre? Alors, il ne faut pas déformer le concept. Ce qui a été fait... C'est un objectif, on l'a bien compris, l'identité heureuse. À plusieurs reprises, c'est un objectif. C'est l'objectif de vivre ensemble. Et sur la question musulmane, Alain Juppé dit clairement, voilà, respect pour les Français de culte musulman et fermeté à l'égard de tous ceux qui pratiquent un islam extrémiste et évidemment qui participent à des groupes terroristes, mais avec une boîte à outils qui est décrite dans son ouvrage sur l'État fort, par exemple un service de renseignement en prison. Savez-vous qu'à peu près la moitié des personnes qui se radicalisent, ça se passe physiquement au sein de l'univers carcéral. Donc il y a des lieux qui sont des lieux de fanatisme. Malheureusement, à Strasbourg, nous avons quelques endroits où des personnes, puisque ce sont souvent des individus, sont amenés à être radicalisés. Donc grande fermeté à leur égard. Et l'identité heureuse, c'est ça, fondamentalement. C'est respect fondamental de la diversité, mais exigence, pas de tolérance. Il faut respecter les règles républicaines. Et Alain Juppé demande un contrôle immédiat des financements étrangers qui existent d'ores et déjà, mais surtout un contrôle des imams. 80% d'entre eux ne sont contrôlés par personne. Et on ne sait pas comment ils sont nommés. Et ils ne prêchent pas. Donc, demande de la prêche, exigence de la prêche en français et d'une formation de niveau Master 2. Il est venu à Strasbourg en terre concordataire partager ce que vivent les représentants des cultes et cette exigence de formation que nous pratiquons pour les représentants des cultes financés. Françoise Fresso. Moi, je pense que par des biais différents, ils arrivent à peu près au même constat, c'est qu'il ne veut pas toucher aux lois actuelles. François Fillon, je pense qu'il ne veut pas heurter les catholiques en redurcissant la loi laïcité. Et François Fillon, il est plus pour le dialogue, c'est-à-dire de dire effectivement, il faut un dialogue avec la communauté musulmane pour essayer d'éradiquer l'islamisme. Tout en étant très vigilant. Voilà. Mais en revanche, moi, là où je pense qu'il y a une différence entre les deux, c'est qu'il y a un certain conservatisme de valeur chez François Fillon, la recherche du récit national, qui est peut-être moins chez Alain Juppé, qui lui est plus dans une société plus diverse d'accommodement. Ce qu'il dit,
c'est pas du tout de dire on va accepter tout le monde, mais je pense qu'il est plus dans une vision. Le peuple français s'est formé par des ajouts successifs, alors François Fillon va peut-être rechercher davantage les racines. Moi, c'est comme ça que je sens le débat entre eux sur l'identité. Culture, histoire. Oui, c'est pas choquant. Enfin, j'allais dire, ça ne me paraît pas antinomique avec un programme qui s'insère dans son époque, qui soit moderne. Et je pense que le réformiste et le moderne, c'est quand même François Fillon quelque part. Je partage pas tout à fait. J'évoquais un sujet tellement important pour les femmes tout à l'heure. Voilà, il a une position quand même extrêmement conservatrice sur les questions aussi de développement durable. Fabienne, il faut être clair là-dessus. Il a jamais dit qu'il toucherait à quoi que ce soit. Il a dit qu'il ne l'aurait pas voté. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe en Pologne, que les femmes sont obligées de se lever pour empêcher cela. Sur la question du développement durable, sur la question des personnes de confession musulmane, il y a une ouverture chez Alain Juppé qui est liée aussi, je pense, à son vécu de maire et d'homme d'action qui respecte fondamentalement chaque Français. Et on arrive au terme de ce débat. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Vous restez en place puisque tout de suite, on va voir comment résonne justement ce débat de la primaire sur le net. Un œil sur les médias, c'est tout de suite. L'actualité vue du net, c'est comme chaque jour un œil sur les médias et Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour à tous. Et tout le monde s'est intéressé à la primaire. Beaucoup de gens en France, si l'on en juge par l'affluence dans les bureaux de vote. Beaucoup de gens également à l'étranger, puisque la presse internationale se fait l'écho aujourd'hui de ce premier scrutin qui marque déjà un record par rapport aux précédentes primaires socialistes. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias, notamment européens, mais c'est vrai qu'on parle surtout de la défaite de Nicolas Sarkozy, de son élimination surprise, de ce premier tour de la primaire de la droite et du centre. Et c'est vrai que cette presse, notamment européenne, n'est pas tendre avec l'ancien président de la République. Ce journal allemand, Die Zeit, explique que le populisme a été battu à Bruxelles et à Berlin. On est soulagé. Même tonalité du côté du Soir de Belgique, qui n'est pas tendre non plus. Nicolas Sarkozy, humilié par son ancien collaborateur François Fillon. On souligne ici à quel point on n'attendait pas Fillon à un tel niveau. Du côté de ce site internet, celui du Temps, un journal suisse, on évoque Nicolas Sarkozy, la chute finale, parce que les mots qu'il a prononcés ressemblent tout de même à un adieu. Une fin sans panache, peut-on lire dans cet article de la presse suisse. Le Guardian, journal plutôt centre-gauche britannique, l'ancien chef de l'État a agi comme un toxicomane, nous explique-t-on. Il va devoir se sevrer, contraint et forcé, se sevrer évidemment de la politique. Le site internet de la Stampa, lui, évoque une stratégie qui n'a pas été la bonne, des idées encore plus à droite que d'habitude. Il y est allé trop fort, nous explique-t-on, dans une France pourtant avide de fermeté et de néoconservatisme en ce moment. Et puis ce site internet, c'est celui d'El Mundo qui évoque aussi Nicolas Sarkozy. Sarkozy, c'est du passé. Évidemment, il y a quelques titres de la presse qui sont un peu plus favorables au président de la République. Il faut aller chercher notamment du côté de ce site internet Gazeta.ru, site russe, qui déplore la défaite de Nicolas Sarkozy, qui avait été un des seuls à soutenir la position russe en 2008 lors du conflit avec la Géorgie. Mais même du côté de Moscou, souligne Le Monde, on est particulièrement heureux de cette victoire de François Fillon qui n'a pas caché sa proximité avec la Russie de Vladimir Poutine. Donc clairement, du côté des sites internet européens, on a finalement plus parlé de cette défaite de Nicolas Sarkozy que de cette victoire pour le premier tour de François Fillon. Et les réseaux sociaux aussi sont cruels pour les perdants. C'est sûr, les réseaux sociaux sont implacables. Alors évidemment, un certain nombre d'internautes ont tout de même souligné le fait que le discours de Nicolas Sarkozy était digne, comme Samuel Potier qui dit on peut aimer ou détester Nicolas Sarkozy, mais comme en 2012, son discours de défaite ne manque ni de classe ni de fair-play, ou encore cet internaute qui souligne, je suis forcé de l'admettre, très 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 beau discours de Nicolas Sarkozy, pas d'amertume ressentie dans ses paroles, mais vous le disiez, les internautes sont souvent cruels et on a vu apparaître ce hashtag trouve
un job à Sarkozy. Et là, on le voit en train de vendre des frites. Évidemment, c'est une référence à sa double ration de frites. Ou encore cette autre proposition d'un internaute, aide à domicile pour personnes âgées. Vous reconnaîtrez Madame Bettencourt. Et puis certains qui se souviennent que Nicolas Sarkozy adore le football et le PSG. Alors pourquoi pas nouveau président du Paris Saint-Germain. Il y en a eu un autre qui en a pris pour son grade sur les réseaux sociaux. C'est Jean-François Copé qui a annoncé qu'il soutenait Alain Juppé, alors que la ligne de François Fillon semblait pourtant plus proche, contrairement à Nathalie Kosciusko-Morizet qui est restée droite dans ses escarpins et qui soutient Alain Juppé. Voici une image qui a été très partagée sur les réseaux sociaux avec un Jean-François Copé qui a des lunettes de réalité virtuelle et son voisin qui lui explique « Mais si, monsieur Copé, vous avez gagné », ou encore peut-être cette image qui a été une des plus partagées sur les réseaux sociaux, quand Copé entouré de tous ses électeurs. 0,3%, c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup. On ne dira pas à qui appartient la piscine. Merci beaucoup, Karim. Voilà, un œil sur les médias. Merci à nouveau à nos invités d'avoir été avec nous. Merci à Françoise Fressoz. Merci à Caroline Cailleux, à Fabienne Keller et à Anita Osser. Restez avec nous tout de suite. Un nouveau journal sur France 24.